qu'on va parler du reflux gastro-œsophagien. C'est quoi le reflux gastro-œsophagien? Tout simplement, c'est le passage d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. Ce reflux est tout à fait physiologique quand il est bref, survenant dans la période postprandiale. Il n'occasionne aucun symptôme et donc sans lésion d'œsophagite. Et notre sujet, c'est le reflux gastro-œsophagien pathologique qui est symptomatique et qui va donner ou non des lésions d'œsophagite. Ceci survient quand ce reflux est répété et prolongé dans le temps. Dans ce modèle de l'iceberg de Castel, on voit bien que la majorité des sujets qui ont un reflux gastro-œsophagien ne consultent pas. Ils vont avoir recours à l'automédication par surtout chez le pharmacien ou plutôt vers le vendeur en pharmacie, et ils vont bien sûr prendre généralement des antiacides, etc. Les patients consultants vont voir le plus souvent le médecin généraliste et finalement, le spécialiste ne va avoir que les formes sévères et les formes compliquées. Quelles sont les différentes formes de reflux gastro-œsophagien? Dans la plupart des cas, les patients qui ont des symptômes n'ont pas de lésion œsophagienne. Ça, c'est très important parce que quand on fait une endoscopie haute pour reflux gastro-œsophagien, dans la plupart des cas, cette endoscopie sera normale. Ce que le patient ne va pas comprendre. Dans environ un cinquième, un dixième des cas, et les complications sont rares, mais il y a risque de cancer, risque d'adénocarcinome. Et en pratique, ce qui est difficile, c'est qu'il faudra trouver un compromis. Cet adénocarcinome survient sur des lésions préexistantes qu'on ne pourra voir qu'avec l'endoscopie. Et donc la vraie question que l'on se pose, est-ce que cette endoscopie est obligatoire? Puisqu'à partir du moment où on ne pourra prévenir ce cancer qu'avec cet examen endoscopique. Mais faire une endoscopie à 10% de la population générale, ça revient de l'impossible. Donc c'est impossible de faire, et donc on verra les indications de cette endoscopie en pratique. Quels sont les facteurs qui favorisent le reflux? Il y a l'histoire génétique, et cette histoire génétique, on le sait, puisqu'il y a une concordance, c'est les vrais jumeaux qui peut atteindre à 42%, 26% c'est les hétérozygotes, et donc il y a bel et bien une histoire familiale. Le reflux dans la famille, le risque de reflux chez les apparentés au premier degré, il est de 2,6 fois. Je vous rappelle que les frères ne sont pas apparentés au premier degré. Sur le plan des facteurs démographiques, ça atteint aussi bien l'homme que la femme, et le facteur essentiel, c'est l'obésité surpoids, qui peut augmenter le risque de survenue de reflux de pratiquement 3 fois. Ça a un impact, c'est important à connaître, ça a un impact direct sur le plan thérapeutique. Si le patient ne veut pas être dépendant des médicaments, il faudra réduire le poids. Facile à dire, difficile à réaliser en pratique. Sur le plan des habitudes de vie, le tabac, l'alcool augmentent le risque de reflux et les facteurs alimentaires sont café, chocolat, gras, oignons, citron, tomates, etc. J'ai mis un point d'interrogation puisque ces éléments ne sont pas rapportés par tous les patients. Et donc, sur le plan pratique, il faut les rechercher et quand ils y sont, c'est finalement le patient qui va faire les régimes d'éviction. C'est ciblé au cas par cas puisque ces facteurs ne sont pas retrouvés de manière homogène chez tous les patients. Quels sont les facteurs impliqués? Je vais insister sur les 2 facteurs essentiels. Pourquoi a-t-on un reflux? Eh bien, le reflux est dû essentiellement à une défaillance du système anti-reflux. Et ce système anti-reflux est représenté essentiellement par le sphincter inférieur de l'œsophage. Vous savez que vous allez faire cours sur physiologie de l'œsophage. On va dire que l'œsophage est subdivisé en 3 parties sur le plan physiologique. Un sphincter supérieur de l'œsophage qui s'ouvre après la déglutition, un corps de l'œsophage dont le péristaltisme va assurer
la progression du bol alimentaire jusqu'à l'estomac et d'une zone physiologique de haute pression composée par le sphincter inférieur de l'œsophage qui va s'opposer à la remontée de ce qu'il y a dans l'estomac, dans l'œsophage. Dans le reflux gastro-œsophagien, il y a une défaillance de ce système et les facteurs qu'on a énumérés avant ont un impact négatif sur le fonctionnement de ce sphincter inférieur de l'œsophage qui va se relâcher de manière excessive, de manière prolongée et répétée dans le temps, en dehors de toute déglutition, puisque ce sphincter n'est censé s'ouvrir que lorsqu'on déglutit, chose qui est logique, pour permettre le passage du bol alimentaire dans l'estomac. Quand il y a une défaillance du système anti-reflux de ce sphincter, eh bien, le contenu gastrique, représenté par l'acidité gastrique, va agresser l'œsophage et occasionner des symptômes et ou des lésions d'œsophagite. Et donc, l'acidité gastrique, ça représente l'agresseur. Pourquoi on parle de la sécrétion gastrique acide alors qu'on est dans un chapitre physiopathologie, alors que cette sécrétion gastrique acide est tout à fait normale? Parce que sur le plan thérapeutique, malheureusement, on n'a pas jusqu'en 2020 des médicaments qui vont corriger cette défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage. Et donc, sur le plan thérapeutique, on sait très bien agir sur cette sécrétion gastrique acide qui est, je vous le rappelle, qui est normale. Mais on est efficace pour la réduire de façon efficace et donc agir sur les symptômes de façon efficace. Et la question qui va se poser légitimement, est-ce que le fait d'agir sur cette sécrétion gastrique acide qui est normale, est-ce que ça n'expose pas à des effets secondaires éventuels? On va le voir plus loin. Le deuxième facteur, c'est la hernie hiatale par glissement. C'est quoi une hernie hiatale par glissement? C'est, pour simplifier, la remontée d'une partie de l'estomac dans le thorax. Et cette remontée, vous voyez bien, là, il y a les deux piliers du diaphragme, et ça, c'est ce qu'on appelle le hiatus, et cette poche, en principe, elle ne devrait pas exister. Comment on diagnostique cette hernie hiatale par glissement en endoscopie? Eh bien, en endoscopie, ce qu'on voit, la muqueuse œsophagienne est une muqueuse rose pâle, c'est un tissu malpigien, comme vous le savez, pavimenteux, kératinisé, pavimenteux stratifié, non kératinisé, ça apparaît en rose, alors que la muqueuse gastrique, qui est glandulaire, elle est rouge. Et la ligne de démarcation entre les deux muqueuses, ça s'appelle la ligne Z. Quand on calcule la distance entre cette ligne Z et hiatus, elle ne doit pas dépasser les 2 cm. Si l'estomac remonte, la ligne Z va remonter alors que le hiatus reste ici et donc la distance va dépasser les 2 cm. On parlera de hernie hiatale par glissement. Il faut savoir que cette hernie hiatale par glissement n'est ni nécessaire ni suffisante pour provoquer un RGO. Ça veut dire qu'on peut avoir hernie hiatale par glissement sans reflux et on peut avoir un reflux sans hernie hiatale par glissement. Mais quand on a un reflux avec une hernie hiatale par glissement, on a tendance à avoir un reflux gastro-œsophagien plus sévère. Et donc, elle joue plutôt un rôle aggravant. Quelles sont les manifestations cliniques du reflux gastro-œsophagien? En pratique, il y en a 2. C'est le pyrosis. C'est quoi un pyrosis? C'est des brûlures rétrosternales ascendantes, volontiers aggravées par l'antéflexion. Deuxièmement, c'est les régurgitations. Une régurgitation est une remontée passive. Passive, ça veut dire sans effort de vomissement du contenu gastrique dans la bouche. C'est le patient qui va vous dire « j'ai de l'eau acide, car ça, qui remonte spontanément dans la bouche, ou j'ai des aliments qui remontent spontanément dans la bouche. » Si ça remonte avec des efforts, ça ne s'appellera pas régurgitation, ça s'appellera vomissement. Et donc, si on a
un pyrosis et ou des régurgitations, on a posé le diagnostic de reflux gastro-œsophagien et donc le diagnostic de reflux gastro-œsophagien est un diagnostic clinique posé par l'interrogatoire. Parfois, plus rarement, on a des manifestations atypiques. Ça veut dire que c'est des manifestations qui n'orientent pas forcément vers un reflux, alors qu'il peut s'agir d'un reflux. D'abord, digestive, c'est les patients qui vous disent « j'ai des brûlures au niveau de l'épigaste, mais il n'y a aucune irradiation ascendante ». Ça peut être un reflux. Pour les manifestations extradigestives, d'abord respiratoire, on a la toux, volontiers nocturne. Le patient, quand il va dormir, quand il passe en décubitus, il est réveillé par des quintes de toux. Ou bien chez un patient qui peut avoir typiquement des crises de dyspnée expiratoire avec râle sibilant et ça oriente vers un asthme, ou bien c'est un patient asthmatique mais qui a des crises surtout sévères la nuit. Bien sûr, s'il y a de l'inhalation peut entraîner des infections pulmonaires à répétition. Ça, on voit ça exceptionnellement. En ce qui concerne les manifestations ORL, c'est est-ce que la pharyngite à répétition peut être liée à un reflux? Ça, j'ai mis un point d'interrogation, puisque dans la littérature, ce n'est pas tranché. C'est pratiquement des patients, c'est l'équivalent du syndrome de l'intestin irritable du gastro que voit l'ORL. Et l'ORL, quand il ne peut pas faire grand-chose, il va réorienter vers la gastro pour dire que c'est possible que c'est un reflux, c'est plus théorique que réel. Par contre, la laryngite, quand cette laryngite est postérieure, elle n'est pas uniforme. Elle n'intéresse que la face postérieure. Quand on est en décubitus, bien sûr, le point qui stagne, ça va irriter la face postérieure du larynx. Quand il y a une inflammation limitée à la face postérieure, ça peut être en rapport avec un reflux. Pour les manifestations cardiaques, quel est le rapport? L'œsophage est un organe intrathoracique. Quand on a un reflux, il peut se déclencher dans l'œsophage ce qu'on appelle un péristaltisme secondaire. C'est quoi le péristaltisme secondaire? C'est une onde péristaltique qui va naître dans le corps de l'œsophage et qui est déclenchée par deux choses. Ça, vous avez tous, j'imagine, l'expérience. Vous avalez une grosse bouchée, ça se bloque, vous sentez un blocage, et puis hop, ça passe. Parce que quand il y a une distension, il va y avoir naissance d'une onde péristaltique secondaire qui va chasser ce qui est bloqué dans l'estomac. Dans le reflux gastro-œsophagien, il peut entraîner des ondes péristaltiques secondaires qui vont essayer de s'opposer à ce reflux. Et donc, ces troubles moteurs secondaires au reflux peuvent entraîner des douleurs thoraciques. Bien évidemment, soyons clairs, toute douleur thoracique aiguë, bien sûr, évoque en premier lieu un infarctus du myocarde, une insuffisance coronarienne. C'est le cardiologue qui va explorer de fond en comble, en dehors de l'épisode, aller jusqu'à l'épreuve d'effort et les explorations. S'il ne retrouve rien, il va orienter le patient vers le gastro-entérologue pour avis. Bien évidemment, quand ça remonte dans la bouche, ça peut entraîner des gingivites, des caries dentaires à répétition. Quels sont les examens complémentaires? Eh bien, l'endoscopie digestive haute, il est évident que même si c'est l'examen qui nous permettra d'explorer l'œsophage, malheureusement, bien sûr, cet examen, on ne pourra pas le faire pour tout le monde. Et donc, non, on ne fait pas d'endoscopie digestive haute, puisque le diagnostic de reflux est un diagnostic purement clinique, quand le sujet a moins de 50 ans. Pourquoi l'âge de 50 ans? Parce que quand on fait un événement après l'âge de 50 ans, schématiquement, ou bien un peu moins chez nous, c'est 45 ans peut-être, on a plus de malchance d'avoir une pathologie plus grave. Et donc, on a tendance à explorer systématiquement tout patient qui a plus de 50 ans. Et donc, moins de 50 ans, la probabilité n'est pas nulle, mais la probabilité est plus faible. Donc, quand le sujet a moins de 50 ans, s'il n'a pas de signe d'alarme,
Et s'il a des symptômes typiques, pyrosis et ou régurgitation, on s'arrête là. C'est-à-dire on passe directement au traitement. Quand le sujet a plus de 50 ans, s'il a un des signes d'alarme, ou bien devant des manifestations atypiques, ou bien échec du traitement médical bien conduit, j'ai mis un point d'interrogation, je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. Là, il y a un ou, alors qu'à droite, il y a un et. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, s'il y a un signe d'alarme, endoscopie obligatoire. S'il y a des manifestations atypiques, l'endoscopie est obligatoire. Ça, c'est des malades à orienter vers le médecin spécialiste. L'échec du traitement, il faudra définir ce que veut dire l'échec de ce traitement. Il faudra également définir qu'est-ce que ça veut dire bien conduit en pratique. Et dans cette période Covid, l'endoscopie digestive étant considérée comme une procédure à haut risque de transmission du coronavirus, et donc, si on n'a que l'âge comme signe d'alarme, on va décaler cette endoscopie tout en prenant le contact du malade pour le convoquer pour cet examen endoscopique, au moins le sensibiliser pour dire il faut faire cet examen endoscopique juste après l'épisode épidémique. J'espère qu'elle sera la plus courte possible. Et donc, la question, c'est quoi les signes d'alarme? Quels sont les signes d'alarme? Je vais essayer d'être... ces signes d'alarme sont regroupés en plusieurs signes. Première partie, dysphagie, odynophagie. Odynophagie, c'est une douleur à la déglutition. Dysphagie, c'est un accrochage au passage des aliments. C'est le patient qui avale, il vous dit que ça bloque et il fait passer avec de l'eau. Si on a une dysphagie, évidemment, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de cet œsophage. Il faut l'explorer avec une endoscopie. Donc, premier groupe de signes, c'est dysphagie, odynophagie. Je vais mettre la plaque en plus après, comme ça, vous allez mieux retenir. Deuxième groupe de signes, c'est tout ce qui est saignement. L'hémorragie, que ce soit hématémèse, que ce soit méléna, ou bien une anémie. Et donc, un RGO avec, on va poser la question sur la couleur des selles, si elle est noire, nauséabonde, et vous montrer une couleur noire, bien sûr, ça veut dire qu'il y a un saignement, l'endoscopie est obligatoire. S'il y a de l'hématémèse, bien évidemment, également, et dans l'exploration d'une anémie fériprive, de toute façon, l'endoscopie digestive haute est un examen obligatoire. Donc, vous avez déjà 5 signes. Dysphagie, odynophagie, premier groupe. Deuxième groupe, saignement qui regroupe hématémèse, méléna et ou l'anémie, une anémie fériprive. Troisième groupe de signes, troisième signe, c'est l'amaigrissement. Quoique, une altération de la qualité de vie peut conduire à un amaigrissement. Mais l'amaigrissement est considéré comme un symptôme d'alarme. Bien évidemment, tout ce qui est altération de l'état général, si le malade est tout ce qui est anomalie de l'examen clinique, c'est également un signe d'alarme. Les antécédents. En pratique, il faut être subtil. Vous allez poser la question au malade, est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y a un antécédent de chirurgie, de chirurgie gastrique? S'il vous dit oui, vous poussez l'interrogatoire, de quoi? Si le patient ne sait pas, eh bien, par exemple, on fera cette endoscopie, parce que l'antécédent familial d'un cancer gastrique, surtout chez le sujet jeune, nous pousse à faire une endoscopie pour rechercher, vous allez dans le programme, la gastrite avec métaplasie qui fait le lit de ce cancer. Et donc, retenez dysphagie, odynophagie, hémorragie, anémie, l'amaigrissement, altération d'état général, masse abdominale et les antécédents du patient. S'il y a un de ces signes d'alarme, l'endoscopie est obligatoire, quel que soit l'âge. Quels sont les résultats de cette endoscopie? On a 2 classifications. L'ancienne classification, c'est la classification de Savary. La nouvelle classification qui est plus précise, c'est la classification de Los Angeles. Cette classification de Los Angeles, retenez pour mieux retenir, vous la subdivisez en 2 groupes. Le A et le B, avant de mettre la plaque, je vais expliquer. Le A et le B, c'est une érosion
linéaire. Érosion, c'est la perte de substance. Vous voyez cette image, ce qui est blanc. Ce qui est blanc, c'est une perte de substance. En endoscopie, c'est ce que vous voyez là. Ce qui apparaît en blanc, c'est une perte de substance, c'est une érosion. Et ce que vous voyez autour de l'érosion, c'est rouge, c'est de l'érythème. Mais on ne tient compte que de la perte de substance. Donc là, vous avez une érosion. Là, vous avez une érosion linéaire. Là, vous avez une érosion linéaire, une petite ici, mais celle-là, cette petite et celle-là ne communiquent pas. Et donc, on va parler d'érosion non confluente. Si les érosions ne sont pas confluentes, c'est soit un A, soit un B. Qu'est-ce qui fait la différence entre le A et le B? C'est la longueur. Si ça fait moins de 5 mm, c'est un A. Si c'est supérieur ou égal à 5 mm, c'est un B. Comment on va calculer les millimètres en endoscopie? La pince à biopsie de l'endoscopie haute, ouverte, elle a une envergure de 5 mm. C'est-à-dire quand on est au début de l'endoscopie, on ne connaît pas un petit peu les mensurations, on va s'aider avec une pince à biopsie, on l'ouvre. Si ça fait plus, c'est un B. Si ça fait moins, c'est un A. Par contre, si vous voyez là, il est A, et vous voyez là une autre érosion, et elles communiquent. Si elles sont confluentes, c'est soit un C, soit un D. C'est soit Los Angeles C, soit Los Angeles D. Si ça atteint, qu'est-ce qui différencie le C et le D? Si ça atteint moins de 75% de la circonférence, c'est un Los Angeles C. Si c'est supérieur ou égal à 75%, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, c'est un Los Angeles D. Allez, on va faire un passage pour voir si vous avez bien retenu. Et donc, pour le Los Angeles A, c'est une ou plusieurs érosions de moins de 5 mm qui ne communiquent pas. Supérieur ou égal à 5 mm, mais toujours ça ne communique pas. Et donc cette partie, vous pouvez l'oublier pour retenir le A et le B. Pour le C et le D, elles communiquent entre elles. Moins de 75%, c'est un Los Angeles C. Supérieur ou égal à 75%, c'est un Los Angeles D. Voilà, quelques images. Voilà, ça c'est un Los Angeles. Ça fait, là, c'est la ligne Z. Là, c'est l'hiatus. Là, déjà, il y a une hernie hiatale par glissement avec de l'œsophagite. Érosion linéaire qui fait plus de 5 mm. Une autre ici plus petite, une autre ici, une autre ici. À partir du moment où il y a une seule érosion qui dépasse 5 mm et que ces érosions ne communiquent pas, c'est une œsophagite Los Angeles B, puisque ça fait plus de 5 mm. Si ça fait moins, c'est un Los Angeles A, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, Los Angeles C, il y a une communication, mais ça atteint moins de 75% de la circonférence. Et là, on a une œsophagite sévère, grade D de Los Angeles, et vous voyez très bien qu'il y a une communication, les érosions atteignent. Là, à droite, c'est le C, à gauche, c'est le D. Désolé, là, je dois changer les slides. Là, c'est de Los Angeles D. Vous voyez que ça atteint toute la circonférence ici, pratiquement toute la circonférence ici, puisqu'il y a cette zone-là qui reste saine, mais ça atteint largement plus de 75% de la circonférence. Pour l'œsophagite sévère, là, on a le stade 4. Le stade 4, on a un ulcère creusant. Là, vous voyez que c'est un ulcère creusant. C'est ce qu'on appelle l'ulcère de Barrett. Ça, c'est considéré comme une complication. Quelles sont les complications? Hormis l'ulcère de Barrett, il y a le saignement, l'hémorragie. C'est ce qui explique que dans le reflux gastro-œsophagien, on peut avoir de l'hématémèse, du méléna ou une anémie fériprive si le saignement est de petite abondance qui dure dans le temps, il devient chronique.
Et ça peut, vous savez que l'inflammation chronique, qu'est-ce qui la caractérise? L'inflammation aiguë, c'est les phénomènes vasculo-plaquettaires. L'inflammation subaiguë, c'est le granulome. Et l'inflammation chronique, dites-le dans votre tête, quoi? C'est la fibrose. Et quand les lésions sont circonférentielles, cette fibrose va entraîner une rétraction et ça va donner une sténose. Cette sténose, c'est ce que vous voyez là. Il y a un rétrécissement large avec une muqueuse sussténotique qui est ulcérée ici, qui est inflammatoire. Là, on a, avec un saignement, là, on a une sténose ulcérée sur la circonférence. Là, on a une sténose avec des ulcérations là, là et là. Et quand on ne peut pas passer avec l'endoscope, on veut bien voir ce qui se passe au-dessous, on a recours à ce qu'on appelle au transit baryté de l'œsophage. Ça consiste à quoi? On donne aux patients de la baryte, qui est un produit laiteux, qui va épouser les contours, et vous voyez très bien sur cette image que ce rétrécissement est très bien apparent, il est tout à fait régulier, il est tout à fait axial, et ça c'est ce qu'on appelle une sténose peptique. Cette sténose va entraîner de la dysphagie. C'est pour cela que lorsque le patient a de la dysphagie, on doit obligatoirement faire une endoscopie. Si cette sténose n'est pas franchissable, on va compléter l'examen par un transit baryté de l'œsophage. La complication qu'on redoute, eh ben, c'est lorsqu'il y a des reflux répétés dans le temps, et ces reflux répétés dans le temps, vous voyez bien, vous savez bien que la muqueuse œsophagienne, c'est un tissu malpigien, mais avec les reflux répétés, cette muqueuse va être remplacée par une autre muqueuse d'architecture normale, mais de localisation anormale. C'est-à-dire, le tissu malpigien va être remplacé par du tissu intestinal. C'est ce qu'on appelle l'endobrachiosophage. Et donc, si on vous demande de définir l'endobrachiosophage, c'est une métaplasie intestinale de l'épithélium du bas œsophage. Sur cet épithélium, vous voyez, vous vous rappelez, j'espère, que la muqueuse œsophagienne, elle est rose pâle, alors que la muqueuse glandulaire, elle est plutôt rouge. Et donc, en endoscopie, là, lorsqu'on voit ces images, on voit très bien, là, ici, un îlot de muqueuse rouge au sein de la muqueuse rose pâle. Et donc, cette muqueuse que vous voyez là est un îlot d'endobrachie-œsophage. Ce qui est intéressant à connaître, à savoir, c'est que cette métaplasie intestinale, malheureusement, expose au risque de dysplasie, qui est d'abord une dysplasie de bas grade. Finalement, cette dysplasie de bas grade va donner de la dysplasie de haut grade pour aboutir finalement à l'adénocarcinome in situ et, si on laisse évoluer, à l'adénocarcinome invasif. Et donc finalement, ce RGO, l'une des complications, bien que très rares, mais redoutée et redoutable, est l'évolution vers cet adénocarcinome. Et c'est ce qui explique actuellement, l'adénocarcinome du bas œsophage augmente en incidence, notamment dans les pays où il y a une très forte obésité, parce que vous vous rappelez que l'obésité expose au reflux, et le reflux expose à l'endobrachiosophage, et l'endobrachiosophage expose à l'adénocarcinome. Et donc, l'adénocarcinome augmente en incidence, et dans les pays occidentaux, la lutte anti-tabac a fait baisser la consommation du tabac et de l'alcool, et cette diminution de la consommation tabac-alcool a diminué le carcinome épidermoïde, si bien que dans ces pays-là, l'adénocarcinome est au moins égal en fréquence au carcinome épidermoïde, sinon, dans certains pays, il est plus fréquent.
Et donc, voilà une image d'un adénocarcinome invasif. Et donc, en pratique, ça, c'est un adénocarcinome à un stade de début. Et donc, notre hantise en pratique, comment peut-on détecter ce peu de patients qui ont cet endobrachiosophage, parce que ces patients-là vont être exposés au risque de l'adénocarcinome. En pratique, la seule chose qui est actuellement pas très fiable, mais on s'articule, on se base sur ça, c'est les signes d'alarme. Qu'en est-il du traitement? D'habitude, les externes, quand vous faites une communication, quand on arrive du traitement, c'est la fin. Mais rappelez-vous que le malade qui a moins de 50 ans, qui n'a pas de signe d'alarme et qui a des symptômes typiques, finalement, il ne va pas avoir tous ces examens qu'on a énumérés. Et donc, finalement, en pratique, on va passer directement au traitement. Quand vous devez traiter un patient, bien sûr, vous avez interrogé, vous avez peut-être fait des examens complémentaires, vous devez vous fixer des objectifs. Quels sont les objectifs thérapeutiques? C'est soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie du patient. Et si, j'ai mis entre guillemets, si on a fait une endoscopie, et si cette endoscopie retrouve des lésions sévères, ça veut dire quoi, lésions sévères? C'est œsophagite grade C ou grade D de Los Angeles. Je vous rappelle que pour le grade C et D, c'est des ulcérations ou érosions confluentes qui communiquent. Moins de 75%, c'est un C. Plus de 75%, c'est un D. En ce qui concerne, bien évidemment, les règles hygiéno-diététiques, ça c'est capital, parce que sur le plan du traitement, on a bien dit dans la plaque physiopathe qu'on n'a aucun médicament miracle qui corrige la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage. Et donc, si on ne peut pas agir sur le sphincter inférieur de l'œsophage, obligatoirement, on va donner des médicaments qui vont agir sur l'acidité gastrique. Et du coup, la réflexion logique, quand on arrête le traitement, eh bien, la majorité des patients vont récidiver. En pratique, au moins la moitié, voire plus de la moitié des patients vont récidiver. C'est pour ça que j'ai dit, comment parle-t-on d'échec? Est-ce qu'un patient traité, quand il arrête le traitement, il refait les symptômes? Est-ce que c'est ça un échec? C'est prévisible, puisqu'on n'a pas agi sur la cause. Et donc, on va dire à nos patients, si vous ne voulez pas être dépendant des médicaments sur le long terme, il faut réduire le poids. Logiquement, puisque le surpoids, obésité, c'est le facteur principal. Arrêter l'alcool et le tabac. Arrêter l'alcool et le tabac, mais la problématique majeure, c'est réduire le poids. Et sur le plan pratique, ça, c'est une conférence à part. Mais sur le plan pratique, les principes fondamentaux, quand vous faites un régime ou vous donnez un régime à quelqu'un, il ne faut jamais être très gourmand sur les objectifs sur le court terme, parce que vous aurez un effet yo-yo, c'est-à-dire ça va chuter rapidement et ça va remonter à un niveau supérieur au niveau initial. Et donc, donnez des règles, fixez-vous un objectif, une perte de 10% sur l'année, c'est génial. Mais les règles hygiéno-diététiques, on doit les changer de façon définitive. On va dire aux patients, par exemple, d'enlever tout ce qui est boisson sucrée. Ça, il faut les bannir, surtout avec les conservateurs industriels. Ça augmente également le risque de plein de cancers. Ça, on ne va pas se gêner. On va dire, il faut les bannir. Et on va aller aux objectifs doucement, l'objectif principal étant de réduire le poids et on sera gagnant dans l'affaire pour notamment les maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, etc. Le régime alimentaire, j'ai mis un point d'interrogation parce que les facteurs déclenchants ne sont pas retrouvés de la même façon chez tous les patients et donc on va essayer de les identifier par l'interrogatoire et c'est finalement le patient qui va faire son propre régime alimentaire en ce qui concerne les facteurs déclenchants. Quels sont les médicaments que l'on va prescrire? On a 4 classes thérapeutiques. Les antiacides,
les alginates, les anti-H2, les IPP. Et on va discuter de la chirurgie. Ça, c'est la plaque la plus importante dans la présentation, puisque c'est ce que vous voyez. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la cellule pariétale. La cellule pariétale, elle siège au niveau du fundus et elle sécrète deux choses. Il y a deux pompes dans le pôle apical. Ce que vous voyez là, c'est la pompe, c'est ce qu'on appelle le sympore en physiologie, puisque vous avez une excrétion de Cl- et de potassium dans le même sens, alors que dans l'autre côté, on a ce qu'on appelle un antipore, puisque cette pompe H+, K+, ATPase va pomper un ion potassium et va excréter un ion H+. Le potassium, on est à égalité entre là et là, ça va dans les deux sens, et là, ça va former HCl, c'est ce qui explique que le pH intragastrique est un pH très acide. C'est quoi un antiacide? Un antiacide, c'est tout simplement un médicament qui va tamponner l'ion H+. Ça comporte HCO3- plus H+, H2CO3, et donc ça tamponne les ions H+. Ça a l'avantage d'agir rapidement. L'action de l'antiacide, elle est rapide, puisqu'elle neutralise l'acidité de façon rapide. Malheureusement, cet effet rapide va s'éteindre rapidement, et donc les indications des antiacides, on va les voir tout à l'heure. Les alginates, je n'ai pas mis sur cette plaque, en fait c'est la présentation un petit peu ancienne, je me suis trompé dans la présentation. L'alginate, c'est quoi un alginate? Un alginate, c'est un médicament qu'on va avaler après un repas. Ça va remonter en premier dans l'œsophage, ça va couvrir l'œsophage, ça a un effet couvrant et ça va créer un obstacle entre l'acidité gastrique et la paroi œsophagienne. Vous voyez dans le pôle basal de la cellule pariétale, cette cellule pariétale, elle sécrète HCl et le facteur intrinsèque, qui n'est pas mis ici puisque ce n'est pas l'objectif c'est pas dans l'objectif du cours. Elle sécrète donc le facteur intrinsèque et HCl. Dans le pôle basal, on a l'acétylcholine qui va stimuler la sécrétion acide. C'est ce qui explique la chirurgie qui est très rarement faite actuellement. C'est la vagotomie. Lorsqu'on supprime le vague, on va supprimer cette sécrétion par l'acétylcholine, cette stimulation vagale. Deuxièmement, l'histamine. L'histamine stimule la sécrétion gastrique acide. C'est ce qui explique l'action de ce qu'on appelle les anti-H2, puisque ça, c'est le récepteur H2 de l'histamine. Les H2 antagonistes, c'est la ranitidine. Cette ranitidine, son avantage en pratique, c'est que ça a un effet rapide, moins puissant que les IPP dont on va parler, mais donc ces anti-H2 vont agir rapidement. Le comprimé, on le prend indépendamment des repas, mais bien évidemment, cet effet est moins puissant par rapport aux inhibiteurs de la pompe à protons. C'est quoi un inhibiteur de la pompe à protons? C'est un médicament. Quand on le prend, il passe sous sa forme inactive. Et bien, quand ce médicament arrive, il est absorbé par l'intestin proximal. Et quand cet inhibiteur de la pompe à protons arrive en face de la cellule pariétale, l'acidité H+ va activer l'IPP et l'IPP activé va inactiver la pompe. Je vous rappelle que cette pompe est une protéine, sa fonction est dépendante de sa conformation tridimensionnelle et l'IPP activé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, rappelle un petit peu les souvenirs de la terminale, l'acide aminé cystéine, entre deux cystéines, il va induire la formation d'un pont disulfure, il va dénaturer la pompe de façon irréversible et elle ne pourra plus sécréter les ions H+. Et donc, je répète,
l'IPP, quand il arrive ici, il est sous sa forme inactive. L'H+ va activer l'IPP. Quand l'IPP est activé, il va agir sur la pompe en créant un pont disulfure entre deux cystéines et cette pompe sera dénaturée de façon irréversible. Ça veut dire que la pompe à protons, ça veut dire quoi? J'ai dit deux choses. La première chose, c'est que la cellule pariétale, pour qu'elle resécrète H+, il faut qu'elle resynthétise une autre pompe à protons qui est une protéine. Et ça prend environ 24 heures. Et donc, l'action de l'IPP, elle est durable dans le temps. Deuxièmement, quand on agit sur le pôle basal par le blocage des récepteurs à l'histamine, la gastrine ou l'acétylcholine, on a diminué la sécrétion gastrique acide, alors que l'IPP agit directement sur la pompe. Et donc, ça veut dire que l'action de l'IPP, elle est beaucoup plus puissante que les anti-H2, que la ranitidine. Donc, elle est plus puissante. Troisièmement, donc, 1, elle est puissante. 2, elle est durable dans le temps, puisque la cellule pariétale doit refabriquer une autre pompe. Et 3, et ça c'est très important, pour que l'IPP soit activé, il faut qu'il y ait des ions H+. Donc, il faut que la pompe soit fonctionnelle. Ça veut dire que quand l'IPP arrive, si la pompe n'est pas opérationnelle, ça ne va pas activer. Ça veut dire, pour être pratique, quand vous préconisez un IPP, quel que soit le motif, vous devez le prescrire un quart d'heure, une demi-heure avant un repas. Parce que comme ça, le patient va prendre l'IPP, le temps que ça soit absorbé, il va prendre un repas, le repas va activer les pompes et chaque pompe activée va se suicider puisqu'elle va être inactivée. On va augmenter l'efficacité des IPP. Et donc, le fait de prendre l'IPP après un repas ou le soir au coucher, c'est une mauvaise prescription. Ça va réduire l'efficacité de cet inhibiteur de la pompe à protons. Et donc, comment on va utiliser antiacide, alginate, anti-H2, IPP en pratique? Dans le marché, vous voyez que le RGO est très fréquent dans la population générale et donc il y a plusieurs IPP, puisque les laboratoires fabriquent beaucoup d'IPP puisqu'il y a beaucoup de gains là-dedans. Il y a 5 grandes classes: l'oméprazole, l'esoméprazole, pantoprazole, lansoprazole, rabéprazole. Et dans le marché algérien, des oméprazoles, il y en a plusieurs, les oméprazoles, etc. L'oméprazole, les IPP existent tous, soit en pleine dose, soit en demi-dose. Pourquoi on a conçu les demi-doses? Parce que quand on traite un malade pour un reflux gastro-œsophagien, c'est un traitement symptomatique. Et ce traitement symptomatique, quand le patient arrête la prise du médicament, les symptômes peuvent récidiver. Et donc, on pourra avoir à traiter le patient au long cours. Et quand on donne des médicaments au long cours, on veut bien les donner à la dose la plus faible possible. C'est pour ça qu'il y a conception des demi-doses. Donc, si le patient va bien avec la demi-dose, ça vaut mieux que la pleine dose. Donc, pour l'oméprazole, demi-dose 10 mg, pleine dose 20 mg. Les oméprazoles, demi-dose 20 mg, pleine dose 40 mg. Pantoprazole, 20-40. Lansoprazole, 15-30. Le rabéprazole n'existe pas sur le marché algérien, mais bon, 10 mg, pleine dose, 20 mg. Les 4 premiers existent sur le marché sous différentes formes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par texto, et comme ça, je vais voir un petit peu les questions à la fin de la communication. Je vais essayer de répondre à la majorité des questions. En pratique,
on est devant trois situations. Première situation, RGO typique. Je vous rappelle, RGO typique, les symptômes, c'est pyrosis et ou régurgitation. Si le patient a moins de 50 ans, s'il n'a pas de signe d'alarme. Ça, c'est la première situation. Ça change puisqu'on ne va pas faire d'endoscopie. Deuxième situation, on a un RGO typique, mais le sujet a plus de 50 ans. Ou bien, il a des signes d'alarme. Là, vous imaginez bien, vous avez compris qu'on va devoir l'explorer par un examen endoscopique. Et puis, la troisième situation, qui concerne surtout le médecin spécialiste, c'est les manifestations atypiques. Donc, première situation, RGO typique, pas de signe d'alarme, âge moins de 50 ans. Eh bien, on a bien compris, l'endoscopie initiale n'est pas nécessaire. On va mettre sur l'ordonnance 1 voire 2 médicaments maximum. Pour rester dans la pratique, bien sûr, vous avez recherché les signes d'alarme, bien recherché, bien examiné le patient, il n'y a pas de signe d'alarme. Vous prenez une ordonnance, vous mettez par exemple, oméprazole. Oméprazole, c'est des gélules à 20 mg, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner. Vous l'écrivez, vous l'expliquez au patient pendant 4 à 6 semaines. Vous mettez QSP 4 semaines. Vous allez me dire, et si le patient a des symptômes la journée et la nuit, et ça lui bousille la qualité de vie, vous pouvez, chez ces patients-là, logiquement, donner, par exemple, oméprazole, une gélule une demi-heure avant le petit déjeuner, une gélule une demi-heure avant le dîner, pas le soir au coucher, avant le dîner, pendant, par exemple, 2 semaines, et puis pendant 4 semaines, une gélule une demi-heure avant le petit déjeuner. QSP, 6 semaines. Et les IPP ont une action puissante, durable, dépendante du repas, ça vous l'avez bien compris, mais chez certains malades, le contrôle des symptômes n'est pas optimal. Alors, dans la même ordonnance, vous pouvez, sur la même ordonnance, rajouter un antiacide ou un alginate et dire au patient, par exemple pour l'antiacide, si jamais vous avez des brûlures, prenez une cuillère à soupe de l'antiacide, ça a un soulagement, ça va induire un soulagement rapide des symptômes et on ne peut pas donner que l'antiacide parce qu'on aura à donner beaucoup de flacons. Donc, l'ordonnance va comporter un seul médicament, voire 2 au maximum. Expliquez au patient. Ça marche, on va arrêter le traitement et on va voir ce qui se passe. Vous allez me dire, mais pourquoi vous arrêtez le traitement, sachant que on n'a pas agi sur la cause. Bien sûr, vous avez interrogé le patient, vous avez corrigé les règles hygiéno-diététiques. Je vais vous mettre une autre présentation plus récente parce que là, je me suis trompé dans la présentation. Où, les règles hygiéno-diététiques, vous allez dire manger le soir tôt, bien mastiquer, ne pas prendre des repas très copieux le soir, éviter le gras le soir puisque la vidange gastrique est ralentie, ne pas dormir immédiatement après un repas, respecter un délai d'au moins de 3 heures, arrêter les facteurs déclenchants, et puis là, on va récupérer environ 40% des malades qui ne vont pas récidiver. Les 60% restants, ils vont récidiver, on va voir de quelle manière et on va les prendre en charge. Échec, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, eh ben, l'endoscopie haute est obligatoire, puisqu'il faut voir ce qui se passe à l'intérieur. Deuxième situation, il s'agit d'un RGO typique, c'est-à-dire pyrosis et ou régurgitation. Le sujet est âgé de plus de 50 ans, ou il y a un signe d'alarme. Un des signes d'alarme suffit pour faire une endoscopie. L'endoscopie initiale est nécessaire. Cette endoscopie, soit elle va retrouver une œsophagite non sévère, soit elle va être strictement normale. Ça veut dire quoi, œsophagite non sévère?
Ça veut dire œsophagite grade A ou B de Los Angeles. Je vous rappelle que pour le grade A et B de Los Angeles, c'est une érosion, c'est des érosions ou ulcérations linéaires qui ne communiquent pas, non confluentes. Moins de 5 mm, c'est un A. Supérieur ou égal à 5 mm, c'est un B. Vous allez me dire, mais se tromper n'est pas si méchant que ça, puisqu'ils sont dans le même sac. Je suis d'accord. On va les traiter de la même manière que le cas qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire avec des IPP pendant au moins 4 semaines. Soit simple dose, ça veut dire pleine dose. Pleine dose, ça veut dire oméprazole 20 mg, 20 mg, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner, bien expliqué. Si le patient fait des symptômes plus importants, on peut doubler la dose pendant le premier moment. En ce qui concerne l'œsophagite sévère, ça veut dire si le malade me fait une œsophagite grade C ou D de Los Angeles, ça veut dire que les ulcérations sont confluentes, soit moins de 75% de la circonférence, c'est un C, supérieur ou égal à 75%, c'est un D, ou bien il y a une forme compliquée. Là, obligatoirement, l'IPP qui sera utilisé, c'est obligatoirement double dose pendant au moins 8 semaines. Ça veut dire que si vous mettez de l'oméprazole, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner, une demi-heure avant le dîner, pendant 8 semaines minimum, et après ces 8 semaines, si vous vous rappelez la plaque sur les objectifs, on a dit soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie. Là, le troisième objectif est obligatoire, c'est-à-dire cicatrisation des lésions. Et la seule façon de vérifier qu'il y a eu cicatrisation des lésions, c'est de refaire cette endoscopie, c'est-à-dire le contrôle endoscopique est obligatoire. Si ça a cicatrisé, on va maintenir les IPP au long cours, on ne va pas pouvoir les arrêter. S'il y a échec, on va se poser certaines questions. Surtout, l'observance au traitement, c'est la première cause d'échec. L'observance au traitement, la façon de prendre l'IPP, s'il y a un échec réel, ce qui est rare, on va prendre les mesures qu'il faut. Troisième situation, manifestation atypique. Ça veut dire là, c'est le patient qui a fait des douleurs thoraciques, mais sur le plan cardiologique, il n'y a strictement rien et l'exploration est revenue strictement normale. Vérifiez vous-même que tous les examens cardiologiques ont été faits. Documents à l'appui. Vous devez voir. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous allez indiquer une endoscopie et en phase de douleur, l'endoscopie, en cas d'infarctus du myocarde, est formellement contre-indiquée. Si on a éliminé ça, devant des manifestations orales atypiques, eh ben, l'endoscopie va rechercher quoi? Va rechercher est-ce qu'il y a ou pas des lésions d'œsophagite. S'il y a œsophagite, il y a obligatoirement reflux. Et donc, on a posé le diagnostic de reflux, on va passer au traitement. Maintenant, s'il n'y a pas d'œsophagite, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'œsophagite permet d'éliminer formellement un reflux? La réponse est clairement non. La réponse est clairement non, parce que vous vous rappelez que pour les malades qui ont un reflux gastro-œsophagien, dans la majorité des cas, l'endoscopie digestive va être normale. Et une endoscopie normale n'élimine pas le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, soit on dispose, vous allez faire ça, le détail dans le cours exploration, physiologie et exploration de l'œsophage, on va faire une pH-métrie couplée à une impédance-métrie, puisque le pH intra-œsophagien, il est aux alentours de 6. Si on a à la pH-métrie un pH de façon durable, répétée, qui descend au-dessous de 4, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a forcément remontée de contenu gastrique dans l'œsophage et on a posé le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Si on n'a pas pu avoir de pH-métrie, et cette pH-métrie n'est pas disponible dans la pratique courante, vous pouvez vous dire la chose suivante: de toute façon,
Les IPP sont des médicaments très puissants pour réduire la sécrétion gastrique acide. On va bien expliquer au patient, on va lui donner des IPP double dose, bien expliquer que ça se prend avant un repas, l'écrire sur l'ordonnance, l'expliquer au patient. Et si on donne ça pendant 8 semaines, et si le patient, il y a de l'amélioration nette des symptômes sur les 8 semaines, eh ben on va se dire que finalement, sur les 8 semaines, il y a cette symptomatologie est en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Vous allez me dire, le diagnostic de certitude, c'est la pH-métrie, impédance-métrie, mais ça, c'est un diagnostic indirect qui vaut ce qu'il vaut, mais il est de toute façon utilisé très couramment dans la pratique quotidienne. Alors, vous avez traité le patient, vous avez bien expliqué le traitement, le patient a été observant, il s'est nettement amélioré à l'arrêt du traitement, qu'on va arrêter globalement après 6 semaines de traitement, 4 à 6 semaines de traitement, on va dire au patient, arrêtez votre traitement, et quand vous mettez des QSP sur l'ordonnance, vous allez dire au patient, voilà, prévoyez toujours 1-2 boîtes de plus, le patient va arrêter le médicament et vous allez lui dire, arrêtez le médicament, si ça reprend, il va reprendre le traitement. Voilà. Premier cas de figure, les règles hygiéno-diététiques que vous avez mis a permis une non-récidive des symptômes. Ça, c'est le cas clinique, c'est le cas de figure idéal. C'est les environ, moins de 40%. Et donc, ceux-là, vous n'allez pas donner du traitement au long cours. Les autres, les 60%, ils vont récidiver. Le patient peut récidiver de plusieurs façons. Soit il est très bien, ce reflux-là a duré dans le temps, après quelques mois de traitement, ça a repris. Par exemple, c'est typiquement les patients RGO et Ramadan. Durant le mois de carême, ils font du reflux. Eh bien, vous allez préconiser l'ordonnance pendant le mois de carême et pendant les jours auxquels il va jeûner après le mois de carême. Vous allez redonner le même traitement. Lorsque les patients rechutent précocement à l'arrêt du traitement, c'est-à-dire dès l'arrêt du traitement, c'est le cas de figure qu'il y a ici. Désolé, cette plaque, je vais la refaire. On est là. À l'arrêt du traitement, ça a repris. Et si à l'arrêt du traitement, ça a repris, entre-temps, il a repris les médicaments et il vient vous voir. Eh bien, c'est un RGO chronique. Vous allez préconiser un traitement au long cours. Si c'est à visée purement symptomatique, vous allez donner la dose minimale efficace. C'est-à-dire, vous avez 2 façons de faire. Soit vous donnez la demi-dose, par exemple l'oméprazole, le 20 mg, vous avez basculé vers le 10 mg. Une deuxième façon de faire, c'est de dire au patient, prenez un jour oui, un jour non. Si ça marche, un jour oui, 2 jours non. Si ça reprend, revenez à un jour oui, un jour non, et maintenez ce traitement sur le long cours. Le patient va vous dire, est-ce que je peux arrêter par moment et voir ce qui se passe? Eh bien oui, ce n'est pas méchant. Vous avez des médicaments, vous arrêtez, vous voyez ce qui se passe. Si ça reprend, eh bien reprenez les médicaments. Et finalement, c'est de l'apprentissage et c'est le patient qui va gérer ces médicaments au long cours. En cas d'œsophagite sévère ou d'œsophagite compliquée, obligatoirement, les IPP ne doivent pas être arrêtés parce que l'expérience montre clairement qu'à l'arrêt du traitement, les symptômes vont reprendre et plus encore, les lésions vont réapparaître. Et donc, tout ce qui est œsophagite grade C, grade D de Los Angeles impose un IPP à dose complète au long cours. Si vous parlez de l'oméprazole, c'est du 20 mg une fois par jour à vie. Maintenant, les autres cas de figure. Vous avez un patient qui vient vous voir
il a des symptômes typiques, il a un pyrosis, et ce pyrosis-là est occasionnel. Par exemple, lorsqu'il est invité, lorsqu'il mange quelque chose dehors, par exemple, certains aliments, il a des espaces, il a des symptômes. Moins inférieur ou égal à 2 fois par semaine, c'est-à-dire 1 fois par semaine ou moins d'1 fois par semaine. Pour ces patients-là, les IPP ne sont pas de bons médicaments. Parce que s'il fait un épisode de reflux 1 fois par hasard, vous avez besoin d'un médicament à action rapide, même s'il n'est pas très puissant. Et là, les antiacides sont bons, les alginates sont bons, les anti-H2 sont bons. C'est-à-dire, vous allez prescrire un antiacide qu'il va prendre ou un alginate qu'il va prendre à la demande. Dans ce cas de figure, les IPP ne sont pas recommandés parce que même s'ils sont puissants, même s'ils ont une action durable, ils n'ont pas un effet immédiat. Deuxième cas de figure, on a des symptômes typiques, là j'en ai parlé, et rapprochés. C'est-à-dire, le patient fait les symptômes supérieurs à 1 fois, strictement. Hein. C'est-à-dire 2 fois ou plus. Là, obligatoirement, on va préconiser les IPP. On va préconiser les IPP obligatoirement. Et vous avez fait la part des choses entre là et là. Là, c'est des symptômes typiques espacés 1 fois par semaine ou 1 fois plus d'1 semaine. Là, les IPP ne sont pas recommandés. Antiacide, alginate, anti-H2. 2 épisodes par semaine ou plus, obligatoirement, on va traiter par les IPP. Avec les IPP, on peut mettre un antiacide pour un meilleur contrôle des symptômes. La question que les patients vont vous poser obligatoirement, actuellement, il y a débat. Vous allez sur Google, vous mettez effets secondaires des IPP. Les patients vont le faire, puisque systématiquement, quand vous mettez des médicaments au long cours, les patients redoutent les effets secondaires. Et s'ils vont sur le moteur de recherche Google, ils vont voir plein de choses. Là, je vais vous mettre une autre plaque où il y a cancer, ça expose au cancer gastrique, cancer colique, ça peut donner une insuffisance rénale, ça peut donner une démence, ça peut donner des infections digestives pulmonaires, ça peut donner des fractures osseuses et le patient va venir affolé. Docteur, qu'est-ce que vous m'avez donné? Vous m'avez donné un médicament qui donne le cancer. Et il faut savoir que ces effets secondaires ont été bien étudiés et que jusqu'à présent, en 2020, le risque global est faible, voire est soit théorique, par exemple, le risque de fracture osseuse est très théorique. Comment on explique un risque de fracture osseuse? Par le fait que les IPP pourraient entraîner une malabsorption de calcium et les fameuses pompes existent également au niveau des ostéoclastes. Et vous savez que la destruction-réparation de l'os, c'est un processus continu dans le temps. Et si on va inhiber ces pompes au niveau des ostéoclastes, on va fragiliser l'os et on va exposer au risque de fracture osseuse, du moins sur le plan théorique. Ça n'a jamais été prouvé dans la vraie vie. Et donc, ce que vous devez retenir finalement, et ce que vous devez dire à votre patient, lorsqu'on donne des médicaments, il y a un rapport bénéfice-risque. Il faut respecter scrupuleusement les indications. Et quand on respecte les indications, le bénéfice est largement supérieur au risque qui, je vous le rappelle encore une fois, il est soit faible, soit théorique. Et on peut en débattre dans les questions. La seule précaution à prendre, c'est quand vous donnez des IPP au long cours, ça veut dire quoi au long cours? C'est supérieur à 6 mois. Il faut éradiquer Helicobacter pylori. Le schéma d'éradication, vous allez le faire sur le cours maladie ulcéreuse. Pourquoi? Parce que Helicobacter pylori est une bactérie qui vit au niveau de l'antre. Si on donne des IPP au long cours, ça va remonter dans le fundus.
induire l'atrophie, et l'atrophie gastrique prédispose à la métaplasie intestinale, et la métaplasie intestinale gastrique prédispose, comme dans l'œsophage d'ailleurs, à la dysplasie bas grade, au grade, à l'adénocarcinome. Et donc, si on donne des IPP, il y a un risque, même s'il est faible, il y a un risque d'accélérer le processus d'atrophie, métaplasie, dysplasie, et donc ça exposerait au risque de cancer gastrique. Et donc, il faut tuer la bactérie, éradiquer l'Helicobacter pylori chez les patients chez qui on va donner des IPP au long cours. Le traitement des complications rapidement, quand on a une sténose peptique, ça veut dire liée au reflux acide, on va utiliser ce qu'on appelle les bougies de Savary ou bien les dilatations à la pneumatique. Les bougies de Savary, c'est ça. C'est des bougies de calibre croissant, ce que vous voyez là. Ces bougies sont perforées, vont passer à travers ce qu'on appelle le fil guide. Il a une extrémité là flexible. À travers l'endoscope, on va mettre en place ce fil de fer. On va enlever l'endoscope et les bougies vont coulisser à travers ce fil guide. Et ça va augmenter le calibre et ça va entraîner, dilater, ça va améliorer la dysphagie, on va la faire disparaître. Et quand on dilate une sténose peptique, ça, on peut faire la même chose avec une chambre avec de l'air, une chambre qu'on gonfle. Et lorsqu'on traite une sténose peptique, bien sûr, on doit obligatoirement éviter la récidive de cette sténose et le malade va être dépendant des IPP au long cours. Par exemple, dans ce cas de figure, vous n'allez pas dire on ne prend pas les IPP au long cours parce qu'il y a risque de ceci, cela. Le risque de survenue de cette sténose, bien sûr, il est plus grave que ce risque théorique. Et encore une fois, même pour certaines complications, même s'il existe, il est faible. La deuxième complication, c'est l'endobrachéosophage. Eh ben, lorsqu'on retrouve cet endobrachéosophage, on doit surveiller le malade. Parce que cet endobrachéosophage expose à la dysplasie. Et cette dysplasie, soit il n'y a pas de dysplasie, on va espacer de 2 à 5 ans. Qu'est-ce qui explique cet intervalle? Parce que l'intervalle, là je ne vais pas détailler, ce n'est pas pour les externes, c'est pour le spécialiste. Le rythme de la surveillance, il va être fonction de la longueur de cet endobrachéosophage. Vous imaginez bien que plus l'endobrachéosophage est lent, plus le risque est grand, plus on va raccourcir la durée de cette surveillance. Quand il y a de la dysplasie, c'est confirmé, la dysplasie bas grade, la dysplasie bas grade. Pourquoi on doit confirmer? Parce que sur muqueuse inflammatoire, l'anatomopathologiste risque de surclasser. Ça veut dire qu'il risque de dire qu'il y a dysplasie alors qu'il n'y a pas dysplasie. Donc, on doit traiter le patient énergiquement avec des IPP, double dose, cicatriser les lésions et après reprendre le malade et refaire des biopsies. Refaire des biopsies. S'il y a toujours de la dysplasie bas grade, on va faire un geste sur cette dysplasie. On va faire des méthodes d'ablation. Cette plaque est un petit peu ancienne. On va faire des méthodes d'ablation, de traitement de cette dysplasie. De même que pour la dysplasie au grade, on va faire des traitements, pour la plupart des traitements endoscopiques, pour enlever ces zones de haut grade et détruire l'endobrachéosophage et puis maintenir les IPP en long cours. Finalement, la chirurgie. La chirurgie, il faut savoir, finalement, c'est le seul traitement à visée physiopathe. C'est le seul traitement qui va agir sur l'anomalie et agir sur le système anti-reflux. Mais cette chirurgie, elle est délétère, mais c'est une chirurgie. Et dans vos services respectifs de chirurgie, Inch'Allah, qui durent le stage pratique, posez la question aux chirurgiens jeunes, ils n'ont pratiquement jamais fait de la chirurgie pour reflux gastro-œsophagien. Pour les anciens, pour les très anciens, ils faisaient cette chirurgie
Et dans le temps, ils vont vous dire que ça a diminué et actuellement, on l'a fait pratiquement plus. Pourquoi? Quelle est l'explication? L'explication, c'est l'efficacité du traitement médical. Parce qu'un traitement médical bien conduit est très efficace dans la quasi-totalité des cas du reflux gastro-œsophagien. Ça répond à toutes les situations et ça traite pratiquement tous les cas de figure. En cas de RGO récidivant qui nécessite un recours aux IPP au long cours, si c'est un patient jeune qui refuse les IPP au long cours, eh ben, ou bien il y a échec, encore une fois, les échecs sont exceptionnels, eh ben, on va préconiser l'intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale, elle consiste à quoi? C'est ce qu'on appelle la fendoplicature. Fendus. Le fendus, c'est la partie haute de l'estomac. Ce que vous voyez là, on va faire un tour et le chirurgien va suturer. Le risque, ça va vraiment corriger le système anti-reflux et corriger les manifestations du reflux gastro-œsophagien. Si le chirurgien serre trop, il va y avoir risque de dysphagie. Pour les patients qui ont un tonus élevé du sphincter inférieur de l'œsophage, on ne va pas faire le tour complet, on va faire un demi-tour, c'est ce qu'on appelle le toupet. Nissen, tour complet, toupet, tour incomplet, et les deux constituent la chirurgie pour le reflux gastro-œsophagien. Et bien sûr, cette chirurgie peut se faire par voie cœlioscopique. Par voie cœlioscopique qui est moins invalidante, moins délabrante pour l'abdomen, bien sûr. En conclusion, le reflux gastro-œsophagien est une pathologie fréquente, donc qui pose un problème de santé publique. Sa physiopathologie est multifactorielle. Le diagnostic est un diagnostic clinique posé par l'interrogatoire. L'endoscopie digestive haute, bien évidemment, elle n'est pas systématique, puisque si le sujet a moins de 50 ans, si les symptômes sont typiques, s'il n'y a pas de signe d'alarme, on ne va pas la faire. L'évolution est souvent chronique. Les complications sont rares, mais ces complications peuvent être graves, puisque ça peut aboutir au final à un adénocarcinome. La réduction de la sécrétion chlorhydropeptique, on sait très bien la faire, puisque les IPP sont très efficaces, mais ils sont globalement très bien tolérés sur le long terme. Il ne faut pas, bien sûr, il ne faut pas priver nos patients de ces médicaments pour un risque qui est soit théorique, soit très faible dans la pratique. L'éradication des Helicobacter pylori est recommandée en cas d'IPP au long cours. Désolé pour la présentation. Je vais vous mettre la présentation actualisée. Il y a eu des changements. Je vais vous mettre dans la page, mais globalement, ça revient à ça. Hein. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et là, je vais lire vos questions. Je ne sais pas Kizula s'il est là. Kizula est parti. Hein. S'il est parti, tu peux te connecter, Kizula, si tu es là. Non, je suis là. Étudiant, je te suis de près, t'inquiète. On a quand même de l'audience. Je vais voir quelques questions. Voilà, je prends des questions. Vous me donnez quelques petites 5 minutes. Je prends les questions et RGO et grossesse. Très excellente question. Excellente question. RGO et grossesse. Est-ce que, oui, la grossesse, l'utérus gravide, bien sûr, ça augmente la pression intra-abdominale et ça favorise le reflux gastro-œsophagien. Deux questions se posent. Oui, le RGO est très fréquent au cours de la grossesse. La deuxième question qui se pose, est-ce que je peux utiliser, est-ce qu'il y a des contre-indications? Eh bien, il faut savoir que les médicaments, que ce soit la ranitidine, que ce soit les antiacides, que ce soit les alginates, que ce soit les IPP, ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte. Bien évidemment, il y a plus de recul avec la ranitidine si vous voulez être safe. Il y a plus de recul avec la ranitidine dans le temps. Vous pouvez utiliser la ranitidine
plutôt que les IPP, mais sachez que les IPP ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte. La question, pourquoi on a des crises d'asthme en cas de RGO? C'est par phénomène réflexe, c'est-à-dire que ce n'est pas des crises d'asthme, c'est des crises de dyspnée expiratoire avec sibilant. La valeur sémiologique, c'est la bronchoconstriction au niveau périphérique. Et ça, par effet réflexe, quand on a un reflux gastro-œsophagien, il peut y avoir cette bronchoconstriction comme dans l'asthme, et ça peut donner des dyspnées expiratoires avec sibilant. Il faut dire que c'est rare. Par contre, ce qui est plus fréquent, c'est que chez l'asthmatique, les médicaments préconisés ont un impact négatif sur le sphincter inférieur de l'œsophage et ça peut favoriser le reflux. Et chez quelqu'un qui a un véritable asthme allergique, s'il a des symptômes volontiers nocturnes, etc., on peut penser au reflux et en traitant le reflux, on va améliorer pas mal de patients. L'acidité et l'agresseur, pourquoi on considère... Et l'acidité, c'est l'agresseur. Pourquoi on va agir sur l'acidité? Parce qu'on n'a pas le choix. La logique des choses aurait été de fabriquer des médicaments qui vont corriger l'anomalie au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Si je reviens en arrière, quand j'étais externe comme vous, en 91, il y avait un médicament qui a fait un boom, un grand boom, et on a dit, boum, voici le médicament qui corrige l'anomalie du sphincter inférieur de l'œsophage, et à l'époque, c'était le cisapride. D'une part, le cisapride n'a pas fait le boom, et d'autre part, il a induit un allongement de l'espace cuté, ce qui est reproché à la dompéridone également, et ça a donné des décès. Il a été retiré du marché. Ce n'était ni boom, et avec des décès, ça a été retiré du marché. Et actuellement, les seuls médicaments, bien sûr, qu'on utilise pour le reflux, on sait très bien le faire. C'est les médicaments qui vont agir sur la sécrétion gastrique acide, même si elle est normale. Monsieur, on fait une pH-métrie dans le cas où l'endoscopie revient normale. Ah, bon, d'accord. Oui. C'est-à-dire, si vous avez des manifestations atypiques, vous faites une endoscopie digestive haute. Et sur cette endoscopie digestive haute, objective, une œsophagite, grade A, B, C ou D. Ça y est, s'il y a œsophagite, s'il y a des lésions œsophagiennes, obligatoirement, il y a eu reflux. Et donc, pourquoi gaspiller son argent et faire de la pH-métrie? Ça ne sert pas à grand-chose dans ce contexte-là à viser diagnostic. Par contre, elle peut, lorsqu'on confirme un reflux, cette pH-métrie sous traitement, si les symptômes ne sont pas bien contrôlés, on peut faire une pH-métrie sous traitement, etc. Mais à visée diagnostic, quand il y a de l'œsophagite, ça ne sert strictement à rien de faire une pH-métrie, puisqu'on a déjà le diagnostic de reflux. Pourquoi aller faire une pH-métrie qui va vous diagnostiquer un reflux que vous avez déjà diagnostiqué? Donc, le traitement est pris à vie, monsieur. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour certains, oui. Et la stratégie au long cours, quand vous donnez un traitement, ça dépend. Au long cours, il y a deux situations. Au long cours, parce que le malade a de l'œsophagite sévère, un endobrachéosophage, il a fait une complication telle qu'une sténose que j'ai dilatée, il va prendre les IPP tous les jours à vie, obligatoirement. Parce qu'à l'arrêt, il va refaire des symptômes et ça va recompliquer. Ça, c'est la première situation. Indiscutablement, à vie, tous les jours. Deuxième situation, le malade a une œsophagite non sévère ou pas d'œsophagite, il est très bien amélioré quand il est sous traitement, mais bon, quand il arrête le traitement, ça revient. Dans ce cas de figure, il va prendre au long cours, mais, il y a un mais, je vais rechercher la dose minimale efficace. C'est-à-dire, je vais basculer vers la demi-dose, un jour oui, un jour non, et le malade pourra de lui-même faire des fenêtres thérapeutiques, puisque l'objectif à ce moment-là, c'est d'améliorer sa qualité de vie. C'est à lui de voir
certains patients vont vous dire que pendant la période de vacances, etc., je vais bien. J'ai des patients qui me disent, par exemple, qui travaillent qui vont aller périodiquement dans le sud. Quand je suis chez moi, ça va. Et ben, quand je voyage, ça ne va pas. Et ben, ils prennent les médicaments quand ils voyagent. Puis c'est tout. Classification des lésions de RGO est la même avec celle... Ah non, pas du tout. RGO, c'est une chose. Caustique, c'est autre chose. On va voir ça demain, Inch'Allah. Que veut dire simple dose? J'aurais dû dire pleine dose. Simple dose, c'est pleine dose. Simple dose, ça veut dire dose unique pleine dose. Je vais enlever ce mot simple parce que ça va créer la confusion. Retenez deux mots, pleine dose, demi-dose. Pleine dose, demi-dose. C'est tout. Simple dose, on va l'enlever. Passons de point normal sans oesophage. Point normal, point normal, c'est le même traitement. Hein. Obèse, point normal, c'est exactement, ça ne change rien du tout. Obèse, reprise des symptômes à l'arrêt du traitement, on va conseiller vivement de réduire le poids pour qu'il ne soit pas dépendant des médicaments. Voilà. On va agir sur l'acidité normale. Est-ce que cela va provoquer un effet secondaire? J'en ai déjà parlé. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais dans la pratique, pratiquement pas. Dans la pratique, ces effets secondaires, c'est vraiment rare. Hein. C'est vraiment rare. Je vais défiler. On parle double dose. Voilà. Double dose, ça veut dire pleine dose deux fois. J'espère que je suis assez clair. On va maintenir deux mots, pleine dose, demi-dose. Double dose, ça veut dire la pleine dose deux fois. Est-ce que c'est clair là? Vous ne pouvez pas répondre. Voilà. S'il vous plaît, l'explication sur le fait dépendre du repas. Les IPP dépendent du repas. Je réexplique que les IPP, quels qu'ils soient, quand on les prend, c'est absorbé, ça passe dans le sang, c'est sous leur forme inactive. Quand ça arrive face à la pompe à protons, ce qui les active, c'est la sécrétion H+, par la pompe à protons. Ça veut dire, si je suis à jeun, l'IPP arrive, la pompe à protons ne fabrique pas H+, et donc l'IPP ne va pas être activé. Et donc, ça ne va pas être efficace. Si cette pompe à protons fabrique un ion H+, ça va activer l'IPP, et l'IPP activé, qu'est-ce qui active les pompes? C'est les repas. Ça veut dire, je donne une demi-heure avant un repas, le temps que ça passe dans le sang, le temps que ça arrive en face de la cellule pariétale, cette cellule sécrète H+, ça va activer l'IPP, et l'IPP activé va inactiver la pompe. Le sang. Est-ce que la gastrite peut provoquer un RGO? Non. La gastrite, bien au contraire. Bien au contraire. Quand on a une gastrite à Helicobacter pylori, Helicobacter pylori va entraîner une atrophie gastrique, et l'atrophie gastrique, cette atrophie gastrique va induire une baisse de la sécrétion gastrique acide. Et donc, on a tendance à avoir moins de symptômes par rapport à si on n'a pas une gastrite. Si un patient présente un trouble de la digestion associé à un RGO, faut-il éviter de donner des antiacides vu que ça va altérer la... Ça n'altère pas la digestion. Non, quand vous traitez. Ça n'altère pas la digestion. Vous avez dit que le frère n'est pas... Eh bien oui, ah ben oui, vous n'êtes pas lié au premier degré avec votre frère et sœur. On est lié au deuxième degré. Moi, avec mon frère, moi, je repasse par les parents pour descendre vers mon frère. Donc, avec les frères, on n'est pas apparenté. Ça paraît bizarre, mais c'est ça. On n'est pas apparenté au premier degré, mais au deuxième degré. S'il vous plaît. Est-ce que la chirurgie qui est délétère est considérée comme traitement? Non, la chirurgie a ses indications. On ne peut pas dire que la chirurgie est délétère.
Si on fait une chirurgie, ce n'est pas pour être délétère, c'est pour guérir notre malade. Mais il vaut mieux traiter par des médicaments que par la chirurgie. Sauf si le patient va vous dire, il est jeune, il ne veut pas prendre des IPP au long cours, ou bien si on n'arrive pas à contrôler les lésions d'œsophagite avec une forte dose d'IPP, eh ben ça, on va indiquer la chirurgie, ce qui est en pratique relativement rare, enfin qui est très rare. Association, par exemple, anti-H2 et IPP. Ah, très bonne question celle-là. Très bonne question celle-là. En pratique, est-ce qu'on peut associer anti-H2 et IPP? Oh. Eh bien, généralement, non. Sauf dans une situation, les patients, vous avez un patient, par exemple, qui a des symptômes la journée et ça le réveille la nuit. Vous avez donné, par exemple, un IPP, allez, allons-y, oméprazole, une gélule, une demi-heure avant le petit déjeuner. QSP 6 semaines. Bon, au bout de 2 semaines, 10 jours, le patient vient vous voir, il vous dit docteur, ça va beaucoup mieux, mais quand même, ça me réveille la nuit. Quelle est votre stratégie dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, vous pouvez doubler la dose et donner oméprazole une demi-heure avant le petit déjeuner, une demi-heure avant le dîner. Voilà. Malgré ça, vous avez mis un antiacide. Le patient, au bout des 6 semaines, il va vous dire vraiment, ça va beaucoup mieux, docteur. Ma qualité de vie s'est nettement améliorée. Mais quand même, ça me réveille la nuit une fois et je suis obligé de prendre des antiacides. Le RGO nocturne, il est plus difficile à régler en pratique. C'est-à-dire les gens qui font de l'RGO nocturne, là c'est plus difficile. Parmi les solutions proposées, c'est de prendre un comprimé de ranitidine, un anti-H2, c'est-à-dire le soir au coucher. Ça peut améliorer certains patients. Donc oui, dans certains cas, mais globalement non. Pourquoi chez certains patients, on peut utiliser jusqu'à 20 mg d'IPP? Il ne faut pas parler comme ça. 20 mg d'IPP, si vous préconisez de l'ésoméprazole. L'ésoméprazole, la pleine dose, c'est 40 mg. La double dose, c'est 80 mg. Et donc, la double dose de l'ésoméprazole, c'est 80 mg, ce qui est une dose standard que vous pouvez utiliser en pratique. Et c'est la dose utilisée lorsqu'on fait une éradication d'Helicobacter pylori. Je vais en parler plus tard. Maintenant, si vous mettez de l'oméprazole 20 mg et vous arrivez à 80 pour contrôler les symptômes, ça, ce n'est pas normal. Vous devez rechercher ce qu'on appelle un syndrome de Zollinger-Ellison. Vous allez faire ça dans le cours de maladie ulcéreuse. L'aroxyl pour corriger l'amitriptyline, pour corriger une anomalie de SIO. Non, ça ne corrige rien du tout. Agir trop sur l'acidité gastrique n'est pas délétère pour l'estomac, point d'interrogation. J'ai déjà répété 2 fois que la réponse est non. Si on a Helicobacter pylori avec RGO, donc on arrête les IPP. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsqu'on a Helicobacter pylori avec un RGO qui nécessite la prescription des IPP au long cours, j'ai dit qu'il faut éradiquer Helicobacter pylori et maintenir les IPP au long cours. Voilà ce que j'ai dit clairement. Très bonne question celle-là. Est-ce qu'il y a un risque si on associe des antiacides avec d'autres médicaments comme l'hormonothérapie, etc., des antidépresseurs, etc. Très bonne question. Pourquoi? Parce qu'il ne faudra pas prendre l'antiacide en même temps que d'autres médicaments, puisque ça peut altérer l'absorption de ces médicaments. Et donc, ça va réduire leur efficacité. Et donc, l'idée, quand vous prenez un antiacide, les autres médicaments, vous devez décaler la prise d'au moins 2 heures. D'au moins 2 heures, c'est valable pour les alginates. Donc, au moins 2 heures, oui.
Très bonne question. Ah, par quel mécanisme l'obésité induit? Vous adorez les mécanismes, mais bon, vous adorez les mécanismes, c'est comme ça. On ne sait pas, mais c'est comme ça. En tout cas, la fréquence du RGO chez l'obèse, elle est bien connue, elle est beaucoup plus fréquente et ça augmente les risques. Donc, l'obésité, elle a un effet délétère sur le fonctionnement du sphincter inférieur de l'œsophage. En cas d'endobrachiosophage, la biopsie est-elle obligatoire? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas développé l'endobrachiosophage. L'autre question intéressante, c'est lorsqu'il y a un endobrachiosophage, avec l'endoscopie actuelle et les méthodes de coloration, etc., est-ce qu'on peut détecter la dysplasie? Oui, on peut augmenter avec les endoscopes haute résolution, avec les colorations. Malheureusement, on ne peut pas dire à coup sûr qu'il n'y a pas de dysplasie. C'est pour ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Sur l'endobrachiosophage, il y a un protocole rigoureux. Les biopsies doivent être systématiques. Les biopsies sont systématiques. Les IPP, on ne donne pas la nuit. Non, je n'ai pas dit on ne donne pas la nuit. Pas le soir au coucher. Parce que quand on se couche, on est à jeun. Si vous donnez la dose la plus optimale, c'est une demi-heure avant le petit déjeuner. Si vous voulez donner le soir, c'est une demi-heure avant le dîner. Ce n'est pas le soir au coucher. Je crois que c'est OK, simple dose, demi-dose. Simple dose, c'est pleine dose, demi-dose. On ne dit plus simple, hein, on enlève simple. Pleine dose, demi-dose. Là où on a dit simple, c'est plein. C'est corrigé sur la nouvelle présentation. Dompéridone est-il contre-indiqué dans ce cas? Ben oui, c'est une bonne question. Là. Dompéridone, il n'a aucune place dans le traitement du RGO. Il n'a aucune place. Dompéridone, il faut faire attention, puisque comme le fameux cisapride, ça peut entraîner un allongement de QT, trouble du rythme, et il y a des décès qui ont été décrits. Oui, d'accord. Dompéridone, il n'a strictement aucune place. Ah, excellente question. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre les différents IPP? Est-ce qu'il y a une différence sur la puissance d'action, sur le délai d'action, etc. La réponse est oui. La réponse est oui. On va voir, quand on éradique Helicobacter pylori, on va dire la chose suivante. On va dire, les antibiotiques ne sont pas efficaces en milieu acide. Et donc, si on veut avoir une action des antibiotiques sur Helicobacter pylori, il faut réduire efficacement l'acidité gastrique. Donc là, il faut utiliser les IPP les plus efficaces et les plus puissants. C'est l'ésoméprazole, rabeprazole. Pour le traitement du RGO, à partir du moment où il s'agit d'un traitement symptomatique, tous les IPP se valent et en pratique, on va choisir le moins cher. Parce que, encore une fois, les QSP peuvent être longues. Et si on donne des QSP au long cours, ça va économiquement, ça va bien sûr être très important et on utilise le moins cher. On utilise le moins cher chez nous, globalement, pour ce qui est de l'oméprazole, l'onzoprazole, c'est à peu près les mêmes prix. Pour les oméprazoles, c'est plus cher. Et donc là, lorsqu'on n'a pas le choix, par exemple, dans une éradication d'Helicobacter pylori, on utilise les oméprazoles. Également, lorsqu'il y a une sténose, les oméprazoles étant orodispersibles, ça passe à travers la sténose, on va plutôt utiliser les oméprazoles. Mais globalement, l'efficacité est équivalente. Pour les différents stades 1, 2, 3 de Savary, vous oubliez Savary Miller, vous retenez Los Angeles A, B, C, D. Là, c'est plié. Quel est le traitement? L'éradication d'HP, on va le faire plus tard. Hein. On ne peut pas faire tout dans la même session. Déjà que ça a marché, c'est déjà bien. Ça a commencé par... Enfin, j'espère. RGO de l'enfant. Je serais prétentieux de parler de l'enfant alors que je suis un médecin de l'adulte. Ça, il faut poser la question au pédiatre. Mais globalement, on utilise
globalement la même stratégie avec des doses moindres. Est-ce que le jeûne aggrave le RGO? Pendant le mois de carême, oui. Il y a, parce qu'on est à jeun une journée entière, et puis hop, on a tendance à manger beaucoup. Donc ça expose au reflux. Deuxièmement, on prend du suhoor, et puis on dort directement. Eh bien oui, on a un RGO plus fréquent pendant le mois de carême. C'est pour ça, si on a un problème avec ça, on peut utiliser des IPP pendant ce mois. Ah, Los Angeles, je crois que j'ai été clair. La perte de substance, l'érosion, l'ulcération, c'est ce que vous voyez en blanc en endoscopie. Une érosion linéaire, une deuxième ou une troisième, si ça ne communique pas entre elles, c'est un Los Angeles A ou B. Moins de 5 mm, c'est un A. Supérieur ou égal à 5 mm, c'est un Los Angeles B. Ça communique, confluente, C, D. Moins de 75% de la circonférence, c'est un C. Plus de 75%, c'est un D. Les ésoprotons, oui, c'est un IPP, c'est de l'onzoprazole. Quel est l'IPP contre-indiqué? Ils ne sont pas contre-indiqués chez les immunodéprimés. Le seul problème, vous allez faire dans le cours sur la cirrhose, chez le cirrhotique, quand il fait une hémorragie, il peut faire de l'acide. Et lorsqu'on donne des IPP, théoriquement, on favorise plus de passage de bactéries dans le péritoine et ça favoriserait l'infection des liquides d'acide. Donc, chez le cirrhotique, lorsque la maladie est avancée, c'est ce qu'on appelle score Child C, vous allez le voir, eh bien, les IPP, prudence dans la prescription des IPP. Mais les IPP ne sont pas contre-indiqués chez les immunodéprimés. Quel est le liquide de reflux? C'est la CL, c'est la sécrétion chlorhydropeptique. Ah, quel conseil? Traitement de RGE et Ramadan, règles hygiéno-diététiques. Ça, vous les savez, hein. Il ne faut pas trop manger, notamment direct. Bon, on est confiné, enfin, vous êtes confiné, moi je ne le suis pas. Et donc, le problème, quand on mange, on n'a pas où aller, on va dormir. Donc, l'idée, c'est de bien mastiquer, manger lentement. Et si malgré tout, on a un reflux qui nous empoisonne la vie toutes les matinées que le bon Dieu fait pendant le Ramadan, eh ben, on prend un IPP, et puis c'est tout. Est-ce que l'adénocarcinome peut toucher une personne jeune? Eh bien, oui. Une personne obèse qui a un reflux chronique et qui a développé un endobrachéosophage, eh bien oui, il peut avoir un adénocarcinome à un âge jeune, même si c'est relativement rare. Comment éradiquer Helicobacter pylori? Non, pas aujourd'hui. La pompe ATPase est-elle activée? Oui, elle est activée par le calcium, ça c'est vrai. Est-ce que le RGO peut provoquer des vomissements? Ce n'est pas la même chose. Le vomissement, c'est dans un effort. Ce n'est pas la même chose que les régurgitations.